On va résumer ce qu'on a vu dans la section sur les méthodes à noyau. On a vu un algorithme de régression à noyau qui permet justement d'exploiter l'astuce du noyau pour travailler plus facilement avec des fonctions de base qui sont non linéaires, donc obtenir finalement un algorithme qui peut faire des prédictions non linéaires de ma cible. Au-delà de ça, c'est exactement la même chose du point de vue des suppositions qui sont faites par notre modèle qu'avant, c'est-à-dire qu'implicitement, on suppose que ma cible, je peux bien la prédire avec une transformation linéaire d'une représentation fonction de base, mais ma représentation fonction de base va être implicite maintenant. Où finalement, ce que je vais faire quand je fais une prédiction, c'est que je vais comparer X avec chacune des entrées d'entraînement, puis en fonction de s'ils sont similaires ou pas, chacune va voter avec la valeur AN ici, qui est un des éléments dans mon vecteur A. Mon vecteur A contient finalement le vote de chacune de mes entrées. Puis, dans la version probabiliste, on continue à dire qu'on pense que notre cible, ben, ça suit essentiellement une gaussienne dont la moyenne est donnée par Y de X, puis j'ai une certaine incertitude sur ma prédiction. Okay. Maintenant, l'entraînement, c'est plus la même chose qu'avant. Je trouve plus un W, je trouve un A. Mais en fait, trouver le A, c'est le même genre d'opération que trouver le W avant. C'est juste que la taille des matrices ici avec lesquelles on va travailler, ce ne sera plus une taille de matrice D par D, ça va être une matrice N par N. Maintenant, les hyperparamètres, j'ai encore ma régularisation lambda, mais j'ai aussi tous les hyperparamètres qui se trouvent dans ma fonction de noyau. Okay. Donc, pour le noyau polynomial, on a vu que j'avais une constante C puis M. Okay. Donc, ça, il va falloir que je fasse un choix, puis je pourrais utiliser la sélection de modèle en mettant un ensemble de validation de côté pour essayer différentes valeurs pour prendre celle qui fonctionne le mieux. Et pour le noyau gaussien, c'est le sigma carré, en fait, qu'on va contrôler, qui va contrôler la capacité de mon modèle. La prédiction, ben, c'est juste calculer Y de X tel qu'il est donné là, ici. Donc, ces nouveaux hyperparamètres-là, finalement, comment est-ce qu'ils contrôlent la capacité de mon modèle? Okay? Si j'augmente tel hyperparamètre, est-ce que je vais avoir une erreur d'entraînement qui va diminuer ou qui va augmenter? Puis, est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, je pourrais entrer dans une phase de surapprentissage ou est-ce que je suis en train plutôt de limiter ma capacité? Donc, ça, c'est une question importante dans l'utilisation de ces modèles-là. Si j'utilise le noyau polynomial, ben en fait, M, ça détermine essentiellement la longueur de mon vecteur phi. Donc, intuitivement, plus mon vecteur phi est grand, plus je suis en haute dimension, plus mon problème est facile à résoudre. Donc, plus j'ai de capacité, finalement. Fait que plus M, le degré de mon polynôme va être grand, plus la capacité du modèle va augmenter. Okay? Donc, je m'attends à avoir une courbe en U où, quand M augmente, ben, mon erreur de validation ou de test va diminuer tranquillement puis éventuellement se mettre à augmenter. Okay. Pour ce qui est du noyau gaussien, en fait, essentiellement, quelle que soit la valeur de sigma carré, c'est quand même une représentation qui est essentiellement infinie, fait que c'est difficile à ce moment-là de les comparer. Ça vaut la peine à ce moment-là plutôt de regarder de quoi a l'air la prédiction que je fais. Est-ce que la prédiction est très flexible ou pas pour différentes valeurs de sigma carré. Puis essentiellement, ce qu'on va voir, c'est que plus sigma carré est petit, plus mon modèle va avoir de capacité. Donc, une façon de voir ça, c'est, imaginons que sigma carré serait très, très grand, infini ou plusieurs millions. Ben ça voudrait dire que ce terme-là, okay, ça serait l'exponentielle de moins une distance divisé par 2 sigma carré. Okay. Si ce terme-là est très, très grand, ben, peu importe la valeur qu'il y a ici, divisé par un terme qui est grand, je vais être proche de 0. L'exponentielle de quelque chose qui est proche de 0, c'est essentiellement 1. Okay. Donc, je vais avoir un cas de xxn qui va être égal à presque 1 pour toutes mes entrées. Donc ça veut dire que peu importe l'entrée que je vais spécifier, je vais tout le temps prédire exactement la même chose. Donc finalement, mon modèle il est comme constant. Ça n'a pas beaucoup de capacité. Ça ne peut pas s'adapter en fonction de x. Il est constant par rapport à x. Donc ça, c'est une extrême. Puis nécessairement, mais si on s'éloigne de l'extrême, là, on va avoir de plus en plus de flexibilité. Et en fait, dans mon noyau gaussien, lorsque ça diminue, ça veut dire que si j'ai des grandes variations dans la distance, ben là, je vais avoir de plus en plus une variation dans la valeur du noyau. Okay? Donc, si par exemple, sigma carré est égal à peu près 10, ben ça veut dire que des distances qui sont entre 0 et 10 vont possiblement avoir des valeurs de l'exponentielle ici qui est quand même assez élevée. Mais aussitôt que je vais m'en éloigner un peu, ben là, ça va rapidement tendre vers 0. Donc là, ça veut dire qu'essentiellement, quand je fais ma prédiction ici, ben, chacune de mes entrées xn vont voter, puis le vote va dépendre de c'est quoi ma valeur de AN, mais aussi à quel point ils sont proches. Okay? Puis, s'ils sont très loin
par rapport à mon sigma que je me suis donné. Ça veut dire que seulement ceux dont la distance est, par exemple, de moins de 10, qui va avoir une valeur de l'application du noyau qui est non nulle. Donc, c'est seulement eux qui vont pouvoir faire un vote. Okay. Et plus je vais rapprocher sigma carré, bien, plus je vais utiliser très peu de données pour une entrée X pour faire une prédiction. Fait que ça, le résultat de ça, ça va être que, en fait, ma fonction va varier beaucoup plus dans mon espace. Okay? Parce que je vais faire une moyenne sur moins d'entrées. Donc, dépendamment de où est-ce que je me trouve, je vais faire une moyenne sur des éléments de mon ensemble d'entraînement qui va être très différent. Donc, ma prédiction va être très différente. Okay? Donc, ça, c'est lorsque je vais diminuer sigma carré. Donc, en gros, quand je fais ma prédiction avec un noyau gaussien, sous cette forme-là, c'est comme si chacune des entrées faisait un vote. Puis leur vote va être d'autant plus important, il ne sera pas nul s'ils sont proches de mon entrée X. Puis à quel point est-ce qu'il doit être proche pour pouvoir contribuer à la décision pour faire un vote, va dépendre de sigma carré. Et plus sigma carré va être petit, moins je vais considérer de voisins dans mon espace. Et plus ça va me donner finalement un modèle qui a de la flexibilité, donc qui a de la capacité. Donc plus sigma est petit, plus sigma carré est petit, plus mon modèle va avoir de la capacité. Donc à ce moment-là, ma courbe en U, je vais être en sous-apprentissage si mon sigma carré est très grand. Au fur et à mesure je vais le diminuer, bien là, je vais passer à un optimum en termes de généralisation, puis éventuellement, je vais me ramasser dans un mode de surapprentissage.